À l'unité exemplaire, je pense qu'il a élu toute la France des travailleurs, qui a convaincu toute la France des travailleurs, et l'on aurait alors parmi nous aujourd'hui. J'appelle Samuel Méjens, le JDCGT du Nord. Samuel. J'appelle également l'avocat et gilet jaune, François Boulot, qui est une figure extrêmement populaire. J'appelle Victoire Beck, notre camarade de l'Association nationale des communistes. Également honorable. J'appelle Pierre-André Cerveau, qui est un syndicaliste CGT cheminot, et vous savez combien la CGT cheminot et les cheminots comptent dans le rapport de force des travailleurs de notre pays. C'est une figure du syndicalisme, de lutte, du syndicalisme qui gagne en France. J'appelle Olivier Matteux, qui est... secrétaire national du PFR. Je salue aussi dans la salle du Fabienne du Rassemblement des cercles communistes, et je crois que j'ai vu Charles Aron qui est aussi présent. Oui, salut camarade. Alors pour cette table ronde, comme on est nombreux, je vais être impitoyable. Vous savez que la dictature du prolétariat n'est pas une mince affaire. Pour faire respecter les desiderata des travailleurs, c'est important. Je vais vous demander d'essayer de respecter une prise de parole de 7 à 8 minutes, et en tout cas pas plus de 10 minutes, pour que chacun puisse s'exprimer, et vous vous exprimerez dans l'ordre à laquelle je vous ai appelé à cette table. Donc, on va commencer par te donner la parole, Manon. Tu as participé, tu as mené une lutte de plusieurs dizaines de jours, 75 jours, 84 jours, pardon. Du coup, je me trompe. C'est impressionnant, on peut les applaudir. Je sais que les camarades sont aussi présents là aujourd'hui à la fête de l'humanité, ici, en assistant à cette table ronde, qui vous ont appuyé aussi dans cette lutte. Je pense qu'on peut remercier cette force collective. Et justement, c'est sur ce mot-là que je veux t'interroger, savoir quels sont les éléments qui permettent de tenir, et de tenir pour gagner dans une lutte. Qu'est-ce que tu veux nous partager de cette expérience, nous rappeler les revendications qui étaient les vôtres, les moments forts de cette lutte, et ce qui a amené au final à obtenir cette victoire. Oui, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Ovion Manon, je suis déléguée syndicale de CGT Verbaudet, c'est une entreprise de floriculture. On a une majorité de femmes, on est 80% de femmes chez Verbaudet. On a entamé une grève le 20 mars pour une augmentation des salaires, des meilleures conditions de travail et l'embauche d'intérimaires, parce qu'on a un recours abusif aux intérims. Donc on s'est mis en grève le 20 mars, une grève qu'on a tenue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a subi un mépris de la direction totale, des propos sexistes à tout va. Hein. Les salariés, c'est comme la sodomie, si tu mets pas de vaseline, ça coince. Ou alors, il n'y a jamais eu autant de préservatifs à terre qu'en ce moment. Enfin, je fais un peu un débrief. Donc, c'était les paroles de notre direction. On a subi une répression énorme et inacceptable. On a des camarades qui étaient là en soutien, qui ont été mis en garde à vue jusqu'à 36 heures sans raison. On a des salariés qui ont été maltraités physiquement pour dégager une fois de plus le piquet de grève. Hein. On avait les CRS qui cohabitaient avec nous, de toute façon, ils étaient toujours là, et à la fin, ils étaient là 24 heures sur 24. Donc on a subi une répression énorme.
Et on a tenu, on est resté déterminés parce qu'on savait pourquoi on était dehors et ce qui nous a fait tenir. Et je pense que ce qui fait aussi qu'on a gagné, c'est le soutien, l'union qu'on a eue, la solidarité. Je pense que c'est les clés d'un combat victorieux et on a gagné. On a gagné grâce à l'UL de Tourcoing qui était là et Samuel Magins, il va pouvoir le dire. On a été très bien soutenus par l'UL de Tourcoing, par l'UD du Nord, la fédération, la confédération et puis les extérieurs, les organismes extérieurs qui sont aussi venus et des gens qui sont de nulle part et qui sont là et qui nous rapportaient à manger, de l'argent. Et on a besoin, pendant la lutte, parce que c'est compliqué moralement, on a besoin qu'on nous rappelle que ce qu'on fait c'est bien et que c'est normal en fait. Je veux dire, l'augmentation des salaires, on ne s'est pas dit un matin, tiens, on va sortir et puis on veut gagner plus. Non, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas vivre de notre salaire. Nous, comme je disais, on est beaucoup de femmes chez Verbaudet. On a beaucoup de femmes qui sont à temps partiel subi parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'on a des horaires décalés et parce qu'avec 1 300 €, on ne peut pas payer les factures, le gaz, la nourrice, et on rajoute une garderie et on rajoute l'école. C'est pas possible. Donc voilà, on en a eu marre de se lever pour rien le matin et de se dire on va travailler et finalement on mange même pas de notre travail. J'ai des collègues qui se nourrissent grâce au secours populaire. Donc fallait mettre un halte là, fallait mettre un halte aux propos sexistes de la direction et je vous dis, on a mené ce combat et on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché et on a gagné l'augmentation des salaires, on a gagné l'embauche d'intérimaires et on a gagné un rapport de force avec la direction qu'on maintient aujourd'hui et une solidarité entre collègues qui est notre force et voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir et qu'on peut applaudir ses camarades. Merci beaucoup Manon. Oui, on tenait à partager le dernier numéro d'Initiative communiste qui revient sur la lutte des Verbaudets. Merci beaucoup, José. Je vais maintenant donner la parole à Samuel Magins. Je crois que par son intervention très synthétique qui a rappelé vraiment ce qu'a été cette lutte, je crois que le mot est pas trop fort, héroïque des Verbaudets, avec un soutien qui les a largement dépassés, un soutien de celui, je crois qu'on peut employer le mot, même si c'est un gros mot pas très populaire aujourd'hui malheureusement, un soutien de la classe des travailleurs. Je crois que c'est ça qui s'est exprimé. Je vais passer la parole à Samuel Magins pour nous dire aussi ce qui se passe peut-être dans l'actualité des luttes du Nord, puisque dans cette rentrée sociale, il y a des nombreuses luttes dures qui se mènent. C'est vrai que dans la suite du mouvement pour les retraites, on a tendance à nous dire qu'aujourd'hui, la colère des travailleurs ne s'exprimerait plus, et c'est pas le cas. Donc je vais te laisser intervenir sur ce point. Merci. Bonjour à tous. C'est quoi le thème du débat encore? Tu peux me le rappeler? C'est pour que je me trompe pas dans mes notes. Tout à fait. Le thème, c'est de savoir comment est-ce que tous ensemble, on peut construire l'alternative révolutionnaire, c'est-à-dire faire gagner tout simplement le camp des travailleurs. C'est ça, je crois, l'enjeu qui nous intéresse tous. Merci. Alors je vais aussi essayer de répondre, mais brièvement et sans aller trop loin, bien sûr, à la question que tu viens de poser. En tant que syndicaliste de classe et représentant de la CGT du Nord, on est bien conscient, en tout cas tous, que, comme disait quelqu'un, il faut marcher sur deux jambes. Il faut marcher sur ces deux jambes. Il y a la question du parti, il y a la question du syndicat. Il faut bien reconnaître que dans la période, qui est une période qui dure depuis un peu plus de 30 ans maintenant, avec la défaite sans doute provisoire de notre camp, depuis 30 ans, il y a une véritable dégradation en termes idéologiques et donc également en termes pratiques, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors, si le parti dont on a besoin, on le sait, doit tracer des perspectives et surtout être devant avec des théories révolutionnaires,
parce que je pense qu'il y avait aussi une autre phrase qui disait « pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire ». On est aujourd'hui un petit peu orphelin et on mène des combats syndicaux en première ligne, on va dire, avec les moyens qu'on peut avoir à droite et à gauche selon les endroits où on se trouve dans le pays, avec bien sûr notre CGT. Mais cette CGT, elle est elle aussi, comment dire, touchée par des phénomènes comme la bureaucratie, comme l'opportunisme, et au bout du compte, par le réformisme. Et c'est pas simplement un point de vue théorique que je donne là, un point de vue idéologique. Quand on est dans le syndicat, on peut très facilement se retrouver aspiré un petit peu par le haut, dans des structures, dans des appareils, et peut-être même parfois, sans s'en rendre compte, eh bien, porter des positions qui ne sont pas les positions historiques de notre CGT, et qui ne sont en tout cas pas les positions dont on a besoin. La CGT, elle n'a pas été fondée en 1895 par nos courageux camarades à Limoges pour discuter avec le patronat. Elle n'a pas été fondée dans ses statuts, on ne parlait pas de dialogue social. Et on ne parlait pas non plus de toutes ces institutions avec lesquelles il faudrait collaborer et qui, au bout du compte, sont des institutions voulues et dirigées par l'ennemi, par exemple comme la CES. J'essaye de ne pas être trop théorique. Comment on a gagné, par exemple, la grève vers Baudet? Et quelques autres aussi. Mais celle-là, elle a été très visible. Comment on l'a gagné? On l'a pas gagné, je le dis, on l'a pas gagné après avoir lu 50 bouquins. Et je suis tout à fait pour qu'on lise 50, voire même plus de bouquins, mais on l'a pas gagné comme ça. On l'a gagné parce que notre syndicalisme, dans le Nord en tout cas, c'est un syndicalisme qui se veut au plus proche des travailleurs. Et c'est pas un slogan d'être proche des travailleurs. Ça veut dire que le syndicalisme, il se construit avec les travailleurs. Et au Congrès confédéral, j'avais eu ce mot. On disait, comment dire, que la CGT devait être plus présente dans les luttes. Et je pense moi aussi qu'il faut que les luttes soient plus présentes dans la CGT. Il y a énormément de luttes qui nous échappent. Et ça, c'est un signe. Il y a eu la lutte des Gilets jaunes, par exemple. Évidemment, c'est un signe très important de la nécessité qu'on a dans notre organisation de descendre parfois de notre tour d'ivoire, ceux qui veulent bien descendre en tout cas, parce qu'encore une fois, il y a des camarades de bonne volonté, mais qui se perdent, qui perdent du temps, qui perdent du temps, et c'est en étant au plus près des travailleurs que... Alors, non mais c'est bon, je vais continuer, t'inquiète. Les parasites, on a l'habitude, ça fait aussi partie du combat. Il y en a toujours dans toutes les luttes, voilà, il y a toujours ça. Et il faut savoir porter la voix plus haut que ça. C'est un combat de tous les jours aussi. Un combat de conviction aussi, parce que quand on arrive, par exemple, le 19 mars, le 20 mars, l'Union locale de Tourcoing, puisque je suis militant à l'Union locale, le 20 mars, donc pendant le mouvement sur les retraites, nous on avait entendu les paroles de nos camarades cheminots, raffineurs, électriciens gaziers, qui nous avaient dit cette fois on fera pas grève par procuration. Et donc nous on s'est dit à l'échelle de notre territoire, une union locale, on va aller sur une boîte. Bon, on connaissait déjà un petit peu mais c'était une jeune section syndicale vers Baudet. On a été faire un blocage en s'attendant à ce que les flics viennent nous débarquer rapidement. Et puis en faisant le blocage, eh bien la grève c'est, je dirais quasi naturellement, a quasi naturellement commencé quoi. Et après c'est un travail de tous les jours, parce que c'est un travail qu'on fait avec les camarades travailleurs et travailleuses. Et le niveau de conscience n'est pas toujours le même partout. Et donc il faut énormément, je pense, énormément de souplesse dans la pratique syndicale. Je veux conclure sur dire que, pour parler des luttes dans le Nord, je vais prendre 3 exemples, mais rapides. Je vais prendre 3 exemples qui montrent à quel point on est à une période de la lutte de classe qui est extrêmement aiguë. La grève vers Baudet, lorsqu'on l'a commencé, lorsqu'on s'est organisé, on se disait entre nous, ça va durer, allez, une semaine, pour gagner, hein. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire un truc. Ce qui différencie le syndicalisme de classe des autres syndicats, et d'autres formes de syndicalisme, c'est qu'on se bat pour gagner. On n'est pas là pour témoigner. Le but, c'est la victoire, toujours.
On s'est dit, la Verbaudet, allez, une semaine, après, bon, 10 jours, 15, et puis après, on a compris. On a compris que cette grève, animée en plus par l'Union locale de Tourcoing, qui avait déjà fait parler d'elle et qui est assez connue, par la préfecture notamment, et je rappelle aussi que Tourcoing, c'est la ville de Darmanin, qui veut chasser la CGT de ses locaux, mais ça bon. On s'est vite aperçu que cette grève était éminemment politique. Que cette grève, elle devait servir d'exemple pour le camp d'en face. L'exemple qu'il voulait donner, c'est vous pouvez faire grève autant que vous voulez. Il n'y aura pas d'augmentation générale des salaires pour tous les salariés de telle boîte. Et donc, en vérité, l'exemple, c'était de dire il n'y aura pas d'augmentation générale des salaires dans ce pays, même si vous vous battez. Et Manon l'a dit, hein, la présence policière, mais c'est plus que ça. Nous, on a vécu des choses, mais absolument... je veux dire, c'est... Alors, moi, je suis pas un politique, mais je veux dire, ce que j'ai vécu personnellement pendant cette grève, c'est extrêmement... C'est tendu, c'est riche, hein, parce qu'on a en face, donc, des services de police, des services de l'État, etc., et qu'on ressent la pression, on la ressent concrètement. Et je peux vous dire que quand on a gagné... On a ressenti un certain soulagement et une certaine fierté aussi d'avoir gagné ça, parce que c'était la victoire des Verbaudets, mais c'était aussi un signe pour tout le pays qu'il est possible de gagner sur les salaires quand on est déterminé, quand on s'organise, quand on se donne les moyens de s'organiser, on peut gagner. Et ça, c'est un signe très important, je pense, qu'on a envoyé à notre classe. Et la deuxième grève. La deuxième grève qui est importante, elle est actuelle, c'est la grève des Val-d'Une, à Tris-Saint-Léger, vous savez, et à Tris-Saint-Léger et le Frincouc. Ouais, c'est des noms un petit peu exotiques peut-être pour les non-nordistes. C'est une boîte qui fabrique les roues pour les métros et pour les trains. D'accord ? Et on en a besoin, parce que les trains, ils fonctionnent avec des roues, les métros aussi. Hein. Et bon, et il y a l'actionnaire qui se barre, d'accord ? Alors il est chinois, mais ça, on s'en fout complètement, puisque nous, on sait bien que ces gens-là n'ont pas de patrie. Donc l'actionnaire s'en va, et la question qui finalement est portée, notre secrétaire générale, Sophie Binet, qui est le fruit d'un compromis, hein, et qui est un signal intéressant d'ailleurs pour notre CGT, puisqu'elle est le fruit d'un compromis entre deux camps, on va dire. Sophie Binet, elle a parlé, elle a employé le terme de il va falloir nationaliser. Et avec nos camarades CGT cheminots, avec la camarade de la CGT RATP, on va faire monter la pression pour faire avancer cette revendication de la nationalisation d'une entreprise, mes camarades. Et ça aussi, ça montre dans quelle période on est. Donc grève pour les salaires, grève exemplaire. Ils ont voulu qu'elle soit exemplaire. Grève pour une nationalisation, et la grève en cours aussi, dont je veux parler, et qui peut paraître surprenante, c'est qu'aujourd'hui même, au moment où on parle, dans notre département, il y a 3 centres Emmaüs en grève. Alors vous me direz, l'abbé Pierre, qu'est-ce qui se passe normalement c'est gentil, etc. On a découvert un véritable système mafieux d'exploitation des humains, de traite des êtres humains, et de travail dissimulé. Et quand les travailleurs les plus précaires parmi les précaires se soulèvent, ça aussi c'est un signal important. C'est un signal très important que les travailleurs sans papier qui vivent dans la peur se soulèvent. C'est aussi, qu'est-ce que ça montre pour ceux d'en face, et pour Darmanin en particulier, c'est que si ça s'étend, la revendication, c'est quand même la régularisation des sans-papiers. Et nous, on veut pas faire le tri, hein, comme certains. On veut pas faire le tri. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils doivent avoir leurs papiers tous. Mais si déjà on peut gagner le premier combat de faire régulariser tous les grévistes Emmaüs, et que Emmaüs France réfléchisse bien avant que d'autres se mettent en grève et que Darmanin réfléchisse bien, parce que pour l'instant, si c'est les 300 en grève, il va se contenter de régulariser 200 ou 300 camarades. Mais si ça s'élargit, ce sera plus. Et voilà, ça aussi c'est un combat politique de première importance. Toutes les grèves qu'on va mener de toute façon, maintenant, je pense, seront importantes. Merci Samuel. Je vais maintenant passer la parole à François Boulot, qu'on ne présente plus, qui est avocat, qui est une figure du mouvement des Gilets jaunes. Gilets jaunes, on connaît un peu les mots-clés qui ont été cités pendant ce mouvement. Mépris de classe, écrasement social, écrasement économique, répression aussi. Je pense qu'il y a un cap qui a été franchi
contre les classes populaires, la classe travailleuse de ce pays à cette occasion. Et donc du coup, François, j'ai envie de t'interroger autour toujours de cette perspective de l'alternative révolutionnaire, sur les leçons communes qu'il y a dans ces puissants mouvements populaires qui ont été celui des Gilets jaunes, ceux des retraites. Comment tu vois les convergences et aussi, peut-être plus largement, comment est-ce qu'on peut faire face au peuple, face à des décisions d'exploitation qui sont imposées à l'abri de la rue, contre la rue, notamment par ces lieux de pouvoir qui pour une large part se situent notamment au niveau de l'Union européenne du capital. On le voit avec de nombreuses décisions qui sont prises sur les services publics, sur la pression sur les salaires, etc. Merci. Agriculture. Merci tout d'abord pour l'invitation. Et alors moi j'ai été assez scolaire, hein. On m'a donné un sujet, perspective syndicale et politique, comment construire l'alternative révolutionnaire. Je me suis dit effectivement c'est quand même vachement sympa de nous demander en 7 ou 8 minutes de répondre à cette question pas du tout prétentieuse, comment va-t-on faire la révolution. Mais j'ai préparé un truc, j'ai une proposition à vous faire. Mais pour ça il faut que je fasse un petit état des lieux. Alors je suis désolé, il y a plein de sous-débats, de sous-sous-débats que je vais pas pouvoir ouvrir et je vais aller en ligne droite. Je vais aller à l'essentiel. On a 2 leviers pour faire la révolution à mon avis. Le premier objectif, ça doit être prendre le contrôle de l'appareil d'État. Alors on pourrait discuter de par l'élection, par la rue, peu importe. Prendre le contrôle de l'appareil d'État. Deuxième levier, c'est élever le niveau de conscience politique des gens au maximum. Évidemment, l'un et l'autre se nourrissent. C'est-à-dire que pour prendre le contrôle de l'appareil d'État, il va falloir commencer par continuer à élever le niveau de conscience politique des gens. Mais ensuite, supposons demain qu'une force politique alternative, humaniste, progressiste, vous avez compris, prenne le pouvoir, arrive au pouvoir, il faudra des masses suffisamment conscientes pour, mettre la pression sur les gouvernants pour qu'ils prennent des mesures en faveur du travail, des travailleurs et contre le capital, mais aussi, au-delà de la pression qu'il faudra leur mettre, il faudra aussi les soutenir parce que les forces du capital ne vont pas manquer de se déchaîner sur un gouvernement qui prendrait des mesures en faveur des gens et pas en faveur des ultra-riches, des milliardaires et du CAC 40. Bon, alors, état des lieux. La force politique, actuellement, on l'a. On en a une, elle s'appelle la NUPES, c'est celle qui est la plus forte. Elle vaut ce qu'elle vaut, je rentre pas dans le détail, il y aurait 1000 critiques à faire, mais bon, on a ce machin-là. À nous tous, d'essayer d'orienter pour peut-être ça aille un peu plus dans le sens de nos convictions, etc. Mais bon, voilà ce qu'on a. C'est une chose. Maintenant, à mon avis, quel est le principal problème qu'on rencontre d'un point de vue extérieur par rapport à cette force politique ? Le principal problème quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas politisés, et j'en reviens toujours à ça, parce que là, évidemment, on est entre gens qui sont dans les luttes, qui s'intéressent, qui regardent, mais allez parler dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens, ils ont quasiment pas le début d'une idée politique, généralement. Sur les partis, sur les idéologies, ils en savent rien. Et le principal problème auquel la gauche fait face, parce qu'aujourd'hui c'est la NUPES, mais demain ce sera n'importe quelle force politique de gauche qui fera face à ce problème, c'est la stratégie de l'épouvantail qui est utilisée par les médias. C'est-à-dire une propagande qui est toujours organisée pour discréditer, disqualifier, caricaturer, déformer les propositions de la gauche. Et en gros, ce qu'il y a toujours derrière, c'est derrière la gauche, c'est le communisme. Et derrière le communisme, vous le savez bien, c'est le stalinisme. Donc c'est 100 millions de morts, c'est l'égalitarisme, tout le monde au même salaire. Et ça, voilà, c'est le génocide, c'est la barbarie. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et ça, c'est vraiment un obstacle qui est très compliqué parce qu'on est dans une dynamique où il y a 3 camps politiques qui se sont dégagés, très clairement. Macron et son monde, ce qu'on connaît en gros depuis 40-50 ans. Il y a l'extrême droite qui monte, et puis il y a la gauche. Le problème, c'est que les 2 autres camps, ils sont hyper facilement identifiables. C'est très simple. Un électeur qui vote Macron, il peut vous raconter tout ce qu'il veut. Ce qu'il vote, il vote pour la conservation. Il sait très bien qu'il vote pour le statu quo et la conservation de l'ordre social tel qu'il est aujourd'hui. Pour celui qui vote à l'extrême droite, il sait aussi, au fond de lui, il ne va pas vous le dire, il ne va pas se l'avouer lui-même à lui-même, mais globalement, il vote contre les Arabes. Bon, je fais court, mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'à gauche, nous, on arrive et on est là, oui, alors nous, on a notre liste au Père Noël. Donc, nous, il faudrait nationaliser, il faudrait redonner des moyens dans les services publics, il faudrait mieux taxer les ultra-riches, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait machin. Le cerveau, en fait, il n'est pas monté pour retenir plus de 3 informations dans une liste. C'est pas possible. Et donc, du coup, c'est toujours un peu flou, on ne sait jamais, et c'est ça qui, à mon avis, laisse la brèche ouverte à ce que les médias puissent sans cesse caricaturer les positions. Et en plus, comme la sélection qui compte,
en France, depuis des années maintenant, c'est la présidentielle, on peut fixer le débat sur les questions de personnalité et on vient nous expliquer, on caricaturera toujours le leader de la gauche. Ce sera toujours un grand méchant qui est plus proche du Venezuela et de Cuba que de je ne sais quelle utopie démocratique, humaniste, qui servirait l'intérêt des gens. Donc ça, c'est un énorme handicap, celui du fait que la force politique de gauche doit être identifiée simplement dans l'esprit des gens. Ensuite, il y a le deuxième pilier dont je vous parlais, qui est celui de travailler une prise de conscience. Alors la prise de conscience, on a une chance, hein, c'est que, entre guillemets, comme les conditions de vie matérielles sont en train de se détériorer à vitesse grand V, forcément, les gens petit à petit, ils n'ont pas le choix que de sortir de leur torpeur, parce qu'à un moment donné, je veux dire, le réflexe de tout le monde, c'est de se débrouiller système D, j'ai de l'aide familiale, je vais essayer de changer de boulot, je vais essayer de changer de lieu d'habitation, etc. Mais bref, je me démerde avec mes petits moyens. Puis à un moment donné, les gens ils se rendent compte qu'en fait, ça suffira pas, et qu'il va falloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc ça nous aide. Et ensuite, la deuxième chose, c'est les luttes. Et évidemment, quand on a vos témoignages, on comprend, on est dans un moment où en fait, ça fait 40 ou 50 ans qu'on a l'impression de se faire écraser par un rouleau compresseur. C'est pour ça que c'est si important quand on a des petites luttes locales. Je parle petit en termes d'échelle, mais dans une entreprise et que cette lutte-là, on arrive à la gagner, forcément oui, ça nous redonne de l'espoir, ça redonne de l'énergie, on se dit ah bah voyez, en fait ça sert pas à rien de se bouger. En fait, on peut gagner. Et imaginez si toute cette énergie-là, bien orientée, on arrivait à la créer au niveau national. Et donc c'est ça l'objectif qu'on doit mener. Et donc j'en arrive, pour pas être trop long, à la proposition que je veux faire. En fait, c'est une proposition juste qui est très simple, qui est d'une simplicité enfantine. Elle est même pas nouvelle dans son contenu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la priorité qu'il faut lui accorder. Si on veut faire identifier la gauche sur une idée simple, et je veux dire, on essaye de créer une utopie. La difficulté, c'est de dire, nous, on veut faire la révolution. Bah oui, mais comme c'est alternatif, ça n'existe pas. Donc c'est toujours très compliqué de dire, mais nous, on propose ça, oui, mais les gens, ils savent pas à quoi ça renvoie. L'idée, c'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre dans une société où les inégalités de revenus vont être limitées entre 1 et 20 ? Alors évidemment, je ne peux pas répondre à la question de ceux qui trouvent que c'est encore trop, ou de ceux qui diraient c'est pas possible. Mais 1 à 20, on est en train de mettre le doigt là sur tous les sujets, tous les problèmes structurels auxquels on fait face. Le problème économique avec des gens qui accumulent des salaires, des revenus et des patrimoines qui sont absolument indécents et qui font que l'économie ne fonctionne pas et qu'on a un chômage de masse. Évidemment sur l'aspect démocratique, parce qu'en fait quand on a des milliardaires, on ne peut pas être en démocratie, parce que scoop, les milliardaires ils achètent les médias, ils contrôlent le processus électoral. Ah bah c'est marrant ça, il y a 90% des médias qui justement en France sont détenus par les milliardaires. C'est fou ça quand même. Et puis sur le plan écologique, il n'y a même pas besoin de le développer, parce qu'on ne peut pas continuer à essayer de poursuivre une croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées. Et puis d'un point de vue philosophique, je dirais que on dit toujours que dans l'Occident, actuellement, on est dans le nihilisme, il y a un vide de sens. Moi, je crois effectivement qu'il y a un vide de sens. Mais en fait, le sens, on n'a pas besoin d'aller chercher des grands mots. Hein. Le sens d'un être humain, c'est de contribuer à la communauté. C'est dans son rapport avec les autres. C'est dans le partage. Il est là, tout simplement, le sens. Le problème, c'est qu'on est prisonnier aujourd'hui de structures qui nous enferment dans l'individualisme, dans la compétition, etc., etc. Et donc, cette règle fondamentale qu'il faudrait poser du 1 à 20, permettrait de faire voler en éclats les structures actuelles, parce qu'elle redistribuerait les richesses, mais elle redistribuerait aussi les pouvoirs dans la société. Et on aurait pu des médias qui pourraient organiser une propagande comme ils le font aujourd'hui. Et puis enfin, parce que sinon on va nous traiter de frustrés, non, c'est de dire, écoutez, nous on veut faire ça, en fait, on veut prendre l'argent à ces milliardaires, mais c'est pour leur bien qu'on fait ça. Ils sont malheureux d'avoir autant d'argent, parce que l'être humain n'est pas fait pour avoir autant d'argent et autant de pouvoir. Ça le rend zinzin. Donc après, je suis pas fou, je sais très bien que ce sont des drogués à l'argent, on va faire comme pour les drogués, on va leur reprendre leur seringue de force. Hein. On sait très bien qu'ils vont pas nous la rendre gentiment. Bon. Et voilà, on va s'attacher à faire tout ça. Et en fait, pour que vraiment ce soit concret, la proposition que je fais, et je pense que dans mes interventions qui suivront pendant plusieurs mois, je vais m'obstiner sans cesse, c'est de dire, s'il vous plaît, toutes les orgas de gauche, au-delà de toutes vos différences, au-delà de toutes vos oppositions, s'il vous plaît, mettez-vous d'accord pour mettre en avant prioritairement cette revendication du 1 à 20. Nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est 1 à 20. Qu'on soit le PRCF, le PCF, le PS, la NUPES, la FI, peu importe. Tous, mettez-vous d'accord pour dire on va mettre en avant prioritairement cette proposition du 1 à 20.
Et après, évidemment, toutes les différences qui concernent les partis, et je conclus, resteront, parce qu'il y a les questions de nucléaire, et les questions d'industrie, les questions d'Union européenne. Ok, mais ça, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus, et ça permettrait de se faire identifier dans l'opinion publique que la gauche, c'est ça. Le nouveau monde qu'on veut, c'est ça. Le monde plus juste qu'on veut, c'est ça. Et voilà, et je conclurai simplement pour donner un peu d'espoir, parce que j'aime beaucoup cette citation de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Victoire de l'Association nationale des communistes. Alors, c'est pareil, je vais te poser une sous-question un peu particulière, mais tu pourras développer autour de cette construction de l'alternative révolutionnaire. J'ai un slogan qui est derrière moi, qui est assez simple, qu'on a porté ensemble entre le PRCF, l'ANC et d'autres. C'est que de revendiquer que l'argent soit pour les salaires et les retraites, c'est la même chose, pas pour la guerre, ni pour les actionnaires. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, puisqu'on s'est retrouvés autour de ces actions communes à maintes reprises. Cet enjeu de la paix, cet enjeu de l'anti-impérialisme, comment est-ce qu'il doit se combiner avec les luttes sociales, et pourquoi ce lien entre cette question prioritaire des salaires et cet enjeu de la paix, cet enjeu de la lutte contre la domination de pouvoir par les milliardaires? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. On en est très honorés. Alors, pour répondre à ta question, la première réponse qu'on pourrait donner, c'est que, en fait, finalement, aujourd'hui, la guerre a la même cause que les attaques que subissent les travailleurs ici en France. Il faudrait développer un petit peu, donc parler dans un premier temps. Je vais essayer de ne pas être trop théorique, parce que je pense qu'on n'est pas là pour faire des cours de marxisme. Mais il faut partir quand même du contexte international qui est assez particulier actuellement. On est dans un contexte international avec des bouleversements mondiaux qui sont importants, notamment un mouvement de remise en cause, flagrant, de l'hégémonie du capital occidental finalement et donc du pillage des ressources et de la surexploitation de la force de travail des pays dits entre guillemets du Sud. Ça, on voit très bien que cette remise en cause finalement de l'hégémonie, elle est partout. Elle s'appuie sur le fait qu'il y ait de nouvelles puissances qui aujourd'hui ont émergé et qui permettent de créer un contrepoids pour d'autres pays encore qui du coup ne sont plus contraints finalement de s'adresser au capital occidental pour pouvoir financer leur économie et financer donc finalement leur développement interne, mais qu'ils ont des moyens alternatifs en fait de financer de se financer et donc de financer le progrès social. Par conséquent, l'Occident se retrouve dans une situation de crise, puisque pour pouvoir se financer son capital, il ne peut plus en fait s'appuyer comme avant sur un pillage systématique des ressources et de la force de travail de ces pays-là. Ça a comme conséquence que pour pouvoir continuer à grandir et continuer à exister, le capital occidental est obligé finalement d'aller trouver l'argent là où il est. C'est-à-dire dans la poche des travailleurs des pays qui sont, historiquement le bloc occidental. Le deuxième moyen, évidemment, c'est la guerre. C'est-à-dire que le capital occidental va pas se laisser faire, n'accepte pas cette remise en cause, et donc va développer tout un tas d'outils, pour finalement empêcher les pays de s'émanciper en fait de cette domination. Alors, le premier, c'est la guerre militaire. Là, on le voit en Ukraine. On peut le voir aussi finalement au Niger, là actuellement. Alors d'une manière un peu détournée, puisque aujourd'hui Macron finalement demande à la CEDEAO, qui est historiquement, soumise finalement à l'impérialisme français, de lancer une intervention militaire pour démettre finalement la junte au pouvoir qui a créé un coup d'État et dont le mot d'ordre principal est quand même plus de France-Afrique. Voilà, nous ne voulons plus de la France en Afrique. Laissez-nous nous développer comme nous l'entendons et avoir les partenaires commerciaux que nous désirons avoir.
Donc, finalement, nous, dans cette situation, nous, prolétariat français, on se retrouve dans une situation un peu contradictoire, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous, en fait, ouvriers français, nous avons finalement l'obligation, qui n'est pas une obligation morale, parce que c'est pas moral, mais qui est une obligation de notre classe, puisque finalement, en tant que prolétariat, nos intérêts sont les mêmes qu'ailleurs, et nous devons donc tous lutter ensemble. Enfin, c'est tant que finalement on ne se sera pas libéré, enfin, nous devons nous libérer mondialement. Donc du coup, on est face à cette contradiction-là, de devoir finalement appuyer ce processus de destruction en fait de notre propre nation en tant que nation impérialiste. Voilà. Mais en même temps, appuyer ce processus et lutter contre l'impérialisme français, entre autres ici dans ce pays, mais pas uniquement, enfin l'impérialisme occidental dans son ensemble, ça aura comme conséquence de provoquer finalement une accélération de la destruction de nos conditions de vie. Dans le sens où, voilà, finalement, ayant bénéficié des miettes, de maigres miettes finalement de la rente impérialiste que nous ont laissé nos capitalistes ici pour acheter la paix sociale. Voilà, aujourd'hui, si nous restons dans le même modèle, je veux dire, nous n'avons plus rien. Voilà, on produit plus rien. Je veux dire, aujourd'hui, même produire un masque, c'est hors de nos capacités. On est complètement désindustrialisé. Donc on est face à une contradiction. Soit on se dit on appuie l'impérialisme pour pouvoir finalement conserver ces miettes-là, qui sont des miettes, soit on dit on détruit cet impérialisme-là, mais en même temps ça signifie finalement nous reprendre le pouvoir ici. Et donc reconstruire, je veux dire, le tissu productif qui nous permettra en fait de résoudre tous nos besoins sociaux, mais pas dans une perspective capitaliste, dans une perspective où c'est nous qui dirigeons cette reconstruction-là. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, on n'est pas forcément sorti d'affaire, puisque donc on sait très bien que depuis une trentaine d'années, on s'en prend littéralement et positivement plein la tronche. Ils sont en train de tout casser. Je vous l'apprends pas et je vais pas revenir dessus parce que je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, on vit tous cette situation. Il faut que je parle bien du micro. On vit tous cette situation. Ceci étant dit, même ici, on est dans une situation assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec le mouvement social sur les retraites. Les gens, finalement, s'appauvrissant, développent une colère de plus en plus forte et la manifestent. Pour autant, je veux dire, on n'a plus les structures, les organisations ouvrières qui nous permettraient assez rapidement, finalement, d'inverser le rapport de force. Donc dans le paysage... Dans le paysage syndical et politique, aujourd'hui, moi, je vois une force qui est en capacité de créer un socle qui permettrait de reprendre le pouvoir. C'est la CGT. C'est la CGT qui est elle-même pleine de contradictions, puisqu'il y a aussi un processus de cadrification, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est-à-dire d'une disproportion de la représentation des cadres à l'intérieur de la CGT, mais qui à l'intérieur de la CGT, comme on le voit avec tous les camarades qui sont ici, possède finalement un bloc de classe solide et de plus en plus solide qui lui mène la lutte clairement dans la perspective de la victoire. Voilà. Pour autant, il faut qu'on s'interroge aussi, nous, sur comment est-ce qu'on fait évoluer cette organisation, puisque malheureusement, comme beaucoup d'organisations, la CGT évolue moins vite que finalement les évolutions du monde du travail, et notamment les évolutions du salariat, et a du mal aujourd'hui à organiser les travailleurs qui ne seraient pas finalement des travailleurs titulaires en CDI, ou qui... Donc, dans un pays où finalement il y a à peu près 20% de travailleurs privés d'emploi et précaires, je veux dire, aujourd'hui, nous, en tant que syndicalistes, nous avons, puisque bon, je précise que je suis soit moi-même syndicaliste à la CGT, nous avons un énorme travail à faire pour toucher ces populations qui, pour le coup, ont des difficultés énormes à finalement pouvoir s'intégrer dans la lutte syndicale à l'intérieur de la CGT. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir qu'on travaille activement. Pour autant, si aujourd'hui la force dominante, me semble-t-il, en tout cas sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir lancer un processus révolutionnaire, et la CGT, voilà, ça reste finalement un syndicat qui n'a pas les mêmes objectifs et qui n'a pas les mêmes
mêmes attributions finalement qu'une organisation politique. Après, voilà, on peut tout à fait adhérer aux thèses de l'anarcho-syndicalisme, je le respecte, on peut en débattre. Pour autant, voilà, moi je suis communiste et je considère que le travail syndical et le travail politique sont deux choses différentes, corrélées, qu'on doit articuler l'une avec l'autre. Et là, je veux dire, sur le constat du paysage politique, alors je mesure qu'il existe la NUPES. Alors après, moi, je suis beaucoup plus, prudente sur cette question-là, puisque finalement, bon, la NUPES est un ensemble un peu disparate de partis qui d'ailleurs s'entendent pas très bien. Des fois, ils font des trucs ensemble, des fois, ils font pas des trucs ensemble. Mais pour autant, globalement, on peut dire que malgré le fait qu'il y ait des bonnes propositions, ce n'est pas un parti qui se revendique comme révolutionnaire et qui est plutôt donc dans l'aménagement du capitalisme, pour en gros rendre le capitalisme plus gentil, plus social, que véritablement dans la perspective d'une lutte révolutionnaire. Bon, après, il y a tout un tas d'autres partis dont, en fait, je pense qu'il n'est même pas nécessaire qu'on en parle, puisque, enfin, bon, voilà, qui poussent la contradiction jusqu'à penser qu'on arrête une guerre en envoyant des armes. Donc ça, on les met de côté. Et reste une constellation de micro-organisations communistes qui, depuis 20 ans, donc depuis, en fait, finalement, excusez-moi, bon, on est à la fête de l'UMA, mais bon, j'ai payé mon pont de soutien, donc ça va, je peux me permettre de taper un peu. Voilà, et oui, il n'existe plus de parti communiste. Le parti communiste n'est plus un parti communiste. Du coup, toutes ces petites micro-organisations ont, depuis 20 ans, énormément de mal à travailler les unes avec les autres. Alors, il est vrai qu'entre ces organisations, il existe des divergences tant d'analyse politique que de stratégie politique dont il va falloir parler. Ceci étant dit, cette dissémination des partis, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous la permettre. Donc finalement, la question n'est pas de dire mettons-nous tous dans un parti et on va trouver une ligne et une stratégie, mais ayons l'humilité tous ensemble, de dire voilà, nous n'avons pas la science infuse, nous devons discuter et nous devons travailler activement, humblement et sincèrement finalement à la construction d'une nouvelle organisation. Voilà, ce qui est un processus qui prendra du temps et qui est déjà un processus qui est en voie de fabrication. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, le PRCF nous invite, nous, l'ANC, à participer à ce débat, fait partie de ce processus d'unification sur le long terme que nous devons impérativement mener. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, je voudrais revenir. Je vais être impitoyable. Voilà. Je vais te laisser conclure, mais on essaiera, si tout le monde respecte le temps de parole, pour redonner la parole. Pays, unissons-nous, c'est comme ça qu'on va faire la révolution. Tu as une minute si tu veux encore, mais je vais pas te couper. Je donne la parole du coup à Béranger, qui est un syndicaliste CGT cheminot. Et moi, la question que je vais te poser, toujours dans la même perspective, savoir comment est-ce qu'on construit cette alternative révolutionnaire pour faire gagner les travailleurs. Je vais te la poser à toi qui es un syndicaliste d'un service public important, qui est en but à la privatisation. Sous le jeu des directives européennes, le paquet ferroviaire pour pas le nommer. Je crois qu'on en est au 3e ou 4e paquet, je sais plus, on compte plus, avec la liquidation en cours du fret et les privatisations des lignes régionales qui sont actuellement à l'œuvre dans les diverses régions. Et donc du coup, ma question, elle va être un peu plus large que le seul secteur de la SNCF, puisque ce processus, on le voit aussi à l'œuvre dans l'énergie, avec ce qui s'est passé sur EDF-GDF. Il est aussi à l'œuvre sur les télécommunications, il a été à l'œuvre dans les transports aériens, dans les transports, et un ensemble de services publics, l'éducation, la santé, toujours avec ces questions de directives européennes. Et on sort d'un mouvement social qui, sur la question des retraites, parce qu'elle touche tout le monde, a su largement unir. Est-ce que cette question aussi de la bataille contre ces directives européennes, contre ces ordres qui sont ceux du capital plus largement, de mettre à sac les conquêtes sociales, les espaces qui échappent au capital, est-ce que c'est pas aussi un ferment important pour la construction de l'alternative de classe, de l'alternative révolutionnaire, pour se retrouver
tous ensemble dans la lutte à la fois sur les enjeux syndicaux, à la fois sur la construction politique? C'est une question très large, mais qui devrait tous nous rassembler, parce que aujourd'hui la réalité c'est qu'on a perdu le sens même de ce qu'est un service public et de ce que doit être un service public. Pour moi, c'est déjà la première des bases, c'est de rappeler qu'un service public, il appartient à tout le monde. C'est un bien de la nation, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez bien compris que le gouvernement comptait le donner quasiment gratuitement à tous ces intérêts privés, à tous ces capitalistes qui espèrent une chose, non pas justement rendre un service aux usagers, mais tout simplement faire de l'argent sur une nécessité première. Vous prenez l'exemple de l'électricité, vous le prenez l'exemple du gaz, vous prenez l'exemple des télécoms, etc. Tous les services publics qui ont été ouverts à la concurrence n'ont eu qu'un seul but. Le seul but qui a été, ça a été de faire de l'argent et de faire en sorte de rendre ces services publics bénéficiaires, capitalistes. Alors qu'un service public, quand on est au service des usagers, quand on est au service des gens, n'a pas vocation à faire de l'argent. Et ça leur pose un problème. Ça a été rappelé, le but d'un capitaliste, c'est d'amasser des richesses, c'est d'amasser de l'argent. Et en aucun cas, c'est de le redistribuer, de le redonner et de faire en bénéficier en réalité la plupart des gens. Donc oui, il y a une vraie lutte autour des services publics, mais cette lutte, elle ne peut pas être uniquement du fait de ces salariés, de ces fonctionnaires, de ces gens qui travaillent pour le service public. Il doit être élargi à l'ensemble de ceux qui en profitent, c'est-à-dire à l'ensemble des gens de ce pays. Quand on a des gens qui luttent contre l'ouverture à la concurrence, eh bien oui, bien évidemment, ils votent pour eux. Ils luttent pour eux, puisqu'ils savent pertinemment qu'ils vont perdre en conditions de travail, ils vont perdre en conditions sociales, ils vont perdre sur tout un tas d'affects. Mais surtout, c'est l'ensemble des gens qui aujourd'hui bénéficient d'un service public qui vont perdre. Vous prenez les hôpitaux, je pense que n'importe quel infirmier, n'importe quel médecin, n'importe quel docteur, quand il se met en grève, bien évidemment, il a en toile de fond ses conditions de travail, mais il a aussi la manière dont il reçoit les gens, la manière dont tu vois la souffrance de personnes qui sont dans des couloirs, qui attendent pendant des heures avant de pouvoir avoir un lit, avant de pouvoir voir un médecin, et tout ce genre de choses. Donc oui, la lutte des services publics, elle est centrale, parce que c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir accès à certaines choses comme l'eau, comme l'électricité, qui sont des besoins vitaux. Quand vous avez des agents EDF qui se retrouvent à devoir couper l'électricité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu payer leurs factures, mais je pense que n'importe quelle personne, humainement parlant, c'est très difficile, c'est très compliqué à vivre, et pour autant il sait pertinemment que s'il ne le fait pas, son employeur va lui taper sur le bout des doigts. Et c'est ce qui s'est passé avec Sébastien Ménesplier, qui a été convoqué à la gendarmerie, non pas parce qu'il avait été fait de grève, parce que c'est un terroriste ou parce que je ne sais quoi, mais tout simplement parce qu'il avait mené des actions pour remettre l'électricité à des personnes qui avaient été coupées, avec des personnes pourtant qui sont dans la nécessité. Si ça c'est être criminel, si ça c'est être terroriste, et si ça mérite d'être convoqué par la gendarmerie, alors oui, il y a de quoi s'inquiéter, et oui, il va falloir sérieusement qu'on se retrousse les manches et qu'on lutte contre ça. Et les luttes des services publics, c'est bien souvent on nous dit oui, les services publics, vous êtes des bastions syndicaux, vous êtes des bastions de lutte, etc. etc. Mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on a énormément de syndiqués aussi à l'intérieur de ces entreprises, à l'intérieur de ces services publics. Faut pas croire que c'est arrivé du jour au lendemain, faut pas croire que c'est un don ou qu'on arrive dans la fonction publique et qu'on devient tout de suite un militant, qu'on devient tout de suite syndicaliste. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui nous transmettent ça, parce qu'il y a des gens qui nous expliquent ce qu'est le syndicalisme, ce qu'est la lutte et son bénéfice au sein d'une entreprise et plus largement au sein de la société. Et moi je le dis à tous les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, qui rentrent dans le monde de la vie active et même plus largement les étudiants, syndiquez-vous, impliquez-vous, militez, parce que c'est vous qui ferez changer les choses. C'est pas les anciens, c'est pas les vieux, c'est vous qui avez les choses dans les mains, c'est vous qui peuvent changer les choses. Et puis surtout, dans toutes ces luttes, il y a une chose qui a été dite, qui a été rappelée, c'est l'unité, c'est l'union. C'est le fait de se soutenir, c'est cette solidarité. Parce que quand un salarié il lutte pour augmenter son salaire, pour améliorer ses conditions de travail, en réalité, déjà il lutte pour lui, mais il lutte pour l'ensemble des salariés. Parce que oui, quand vous voyez les copains qui gagnent une lutte syndicale, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne de l'envie, et surtout ça vous donne, ce truc qui nous manque tant, c'est une belle victoire. Donc, on a besoin de cette unité, de cette union, parce que je peux vous dire que la répression syndicale aujourd'hui, elle est féroce. Elle est féroce sur 2 points. D'abord, il y a la violence physique. Alors c'est celle qu'on voit le plus et c'est celle qui marque le plus. Mais finalement, c'est pas celle qui fait le plus mal. C'est la violence psychologique. Et je peux vous dire que n'importe qui, aujourd'hui, qui a mené une lutte, qui est syndiqué, ou qui plus largement est impliqué dans les luttes sociales, peut vous en parler, peut vous le dire.
la violence psychologique, que ce soit dans l'évolution de carrière, dans les relations que vous pouvez avoir avec le patron, ou les relations avec vos collègues parfois, c'est très difficile, c'est très compliqué. Par contre, si vous vous serrez les coudes, si vous allez tous dans le même sens, alors je peux vous dire que contre un patron, vous êtes invincible, parce que c'est vous qui créez la richesse de l'entreprise. C'est vous qui rapportez de l'argent au patron, et personne d'autre. Lui, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, s'il n'a pas ses salariés avec lui, si ses salariés ne travaillent pas, il n'y a pas de richesse de créer, et il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Alors oui, il faut se serrer les coudes. Il faut être super fort, il faut avoir conscience que la lutte des classes, c'est pas dépasser, c'est pas être vieux jeu, c'est pas être je ne sais quoi. Oui, aujourd'hui, il y a une vraie lutte des classes, de plus en plus violente, de plus en plus difficile. Et nous, des travailleurs, nous sommes les plus nombreux. Nous sommes ceux qui créent la richesse et nous sommes les seuls qui peuvent faire changer les choses. Nous sommes les seuls qui sont capables de faire en sorte que le patronat baisse le genou, baisse la tête et fasse en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Ça viendra pas de je ne sais quel messie, ça viendra pas de je ne sais quelle politique, parce qu'on le sait pertinemment. Derrière, il y a l'Union Européenne, derrière, il y a la mondialisation, derrière, il y a tout un tas de choses. Par contre, si nous, on leur appuie sur le ventre, si nous, on leur montre qu'on est déterminé à faire changer les choses, alors les choses changeront. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça demain. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Olivier Matteux, que je salue en proximité parce qu'on a souvent l'occasion de se retrouver dans des actions communes puisque, pour ceux qui ne le savent pas, la CGT des Bouches-du-Rhône, elle est hyper active et surtout elle est très ouverte, donc elle s'est associée large pour réunir les travailleurs et faire avancer les revendications. On a eu le plaisir de te lire dans Initiative communiste, Olivier, mais on a aussi le plaisir de te lire dans cet essai de quel CGT avons-nous besoin, et je le signale parce qu'il est disponible à la vente ici, et je pense que c'est un ouvrage qui est collectif d'unité CGT qui est aussi intéressant, donc je le signale à tous. La question que j'ai envie de te poser, Olivier, c'est on t'a entendu, tu as été une voix qui a porté pendant ce mouvement de masse, ce mouvement historique où les travailleurs se sont levés avec un rapport de force que je pense on a collectivement eu peut-être du mal à mesurer, on a fait très mal au capital, en particulier les secteurs les plus mobilisés, je pense à ceux des raffineries, ceux de l'énergie qui ont fait perdre des centaines de millions, des milliards d'euros au capital, et pourtant on n'a pas eu la victoire au bout du chemin. Et donc du coup, qu'est-ce que ce niveau historique de mobilisation populaire dans les syndicats, qu'est-ce que cette confrontation au fond dit de l'envie des travailleurs, des responsabilités du mouvement syndical et aussi politique. Je pense que le débat il est bien sur ces deux plans, sur cette double besogne qui doit nous rassembler vraiment pour gagner et tout leur reprendre, pour reprendre les mots que tu as pu avoir. Je vais essayer de faire 8 minutes comme tous mes camarades. Hein. Promis. Je surveille. Pas moins que Samuel. Je plaisante, sachant que je pense que l'ensemble des sujets qui ont été abordés, ils mériteraient chacun qu'on puisse y consacrer énormément de temps. Je le dis comme ça, mais c'est pas par fausse modestie. Évidemment, il n'y a personne qui a la réponse à toutes les questions qu'on se pose. La seule chose qu'on a à faire, c'est réfléchir et mettre en œuvre ensemble pour confronter au réel et à chaque fois s'adapter, toujours avec l'objectif d'aller à la gagne. Toujours. Mais ça veut dire qu'en permanence, on prend en compte la réalité, non pas pour la subir, mais pour garder en tête que l'objectif, c'est de la transformer. Si on perd ce mécanisme-là de réflexion, on est en permanence soumis aux aléas, aux fluctuations du niveau de conscience, mais aussi à ce que le capital nous met dans les pattes comme sujet. Et on a vu à la rentrée ce qui a agité tous les médias. Mais effectivement, c'est bateau ce que je vais dire, mais pendant qu'on parle de cette tenue-là, on ne parle pas du manque de profs. On ne parle pas du fait que, parce qu'on ne met plus les moyens, on est en train de massacrer l'ensemble de nos services publics, dont l'éducation nationale.
Donc ça veut dire que il faut qu'on soit en permanence, nous, sur nos gardes, pour ne pas être non plus trop dans l'optimisme béat, ni dans le repli identitaire permanent. Moi, je pense que la bonne ligne, et quand je dis je pense, c'est parce que je le pense, c'est pas parce que je la scène, hein, elle est dans l'équilibre de tout ce qui a été amené jusqu'à maintenant. On a besoin d'aider notre camp, ceux et celles qui composent notre camp, à identifier clairement qu'ils en font partie. Aujourd'hui, il y a tellement de situations différentes dans la classe ouvrière qu'ils arrivent parfois à faire perdre de vue aux uns aux autres qu'on a plus d'intérêts communs, nous, entre travailleurs et travailleuses, qu'avec n'importe quel autre dans la société. Et pour construire des contenus de classe et transformateurs, soit on considère qu'à quelques-uns, on est assez, on va trouver, on mettra ça dans un fascicule qui sera vendu à la fête de l'UMAD en plein de stand, ou on considère qu'on a besoin du plus grand nombre possible pour construire tout ce qui fera l'alternative. Je ne dis pas l'alternative parce que on a eu le programme commun. Hein. Donc les questions d'union, je pense qu'elle passe d'abord par des questions d'unité de notre camp. La garantie d'une union de la gauche ou du camp progressiste réellement porteuse de perspectives de progrès et réellement contrainte de tenir les engagements, elle passe par le fait qu'à la fois la question du programme et la question de la stratégie, ça a été construit avec les travailleurs, les travailleuses. Et quand je dis travailleurs, travailleuses, c'est chômeurs, précaires, retraités, publics, privés, on met personne de côté. Hein. Les garants, il faut que ce soit les travailleurs, les travailleuses. Il faut que ce soit celles et ceux de notre camp. Je ne vais pas me lancer sur la question des quartiers populaires, mais la réalité, quelle organisation de notre camp est encore en capacité aujourd'hui réellement de parler à la jeunesse de ces quartiers? Et pas qu'à la jeunesse, hein, à ceux de ma génération, à ceux de la génération d'avant. Qui? On est coupé de partout. Il n'y en a plus un qui sait le faire. Et je me mets dedans. Hein. Mais c'est un gros problème, camarades. Alors là, je m'éloigne un peu de la question syndicale. Hein. La question, c'est que on parle beaucoup de la nécessité d'avoir la masse pour aller au combat. Peut-être qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il faut commencer par aller chercher la masse mobilisable. Celles et ceux qui sont encore, malheureusement, pas en état, mais en situation de pouvoir accrocher la chose collective, d'accrocher le combat. Oh, il y a des gens qui vivent dans des conditions, il n'y a pas besoin d'aller dans le tiers-monde. Chez nous, cela, on peut leur parler de socialisme, de communisme, de capitalisme. Ils n'ont plus rien à faire, camarades. Donc on a ça. Pour revenir, parce que mes camarades ont dit pas mal de trucs, y compris sur tout ce qui est la défense des services publics et les luttes, moi j'ai vu comme vous du petit lait en écoutant mes camarades. La CGT, elle a un grand rôle à jouer dans la défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses au quotidien. Mais la CGT, sur la base de ce qu'elle est, et surtout de ce qu'elle doit être, elle a intérêt de se servir de toutes ces luttes-là du quotidien pour prendre sa part, et que sa part. On a trop d'expériences ailleurs et dans le passé qui démontrent que quand l'organisation syndicale ne joue pas son rôle, même quand on construit le socialisme, à la fin, les travailleurs et les travailleuses, ils le payent. Donc il faut aussi qu'on retienne quelques leçons là-dessus. Mais ce qui ne veut pas dire que la CGT n'a pas sa part à prendre. Et là, pour le coup, on a aussi besoin, pour l'organisation à laquelle j'appartiens, mais avec beaucoup d'entre vous ici, on a besoin de mener tous les débats pour être y compris sur des positions, non pas qui fracturent l'organisation, mais qui permettent d'élever le niveau de conscience des travailleurs et des travailleuses, pour qu'à leur tour, ils soient de plus en plus nombreux à prendre leur part dans la construction des solutions qu'on doit porter à la fois au quotidien et sur le long terme pour transformer la société. Après, est-ce qu'il faut se
se disputer en permanence sur tout ce qui fait désaccord, que ce soit dans la CGT ou dans le mouvement progressiste en général, pour justifier qu'avec tous les autres on ne peut rien faire, en attendant, camarades, c'est le camp d'en face qui gagne. Ah. Tout à l'heure, il a été évoqué la question de l'anarcho-syndicalisme. En Espagne, ils se sont tirés dessus entre communistes et anarchistes. C'est Franco qui a gagné. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente ou qui que ce soit d'autre. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait assez de balles pour se les tirer entre nous? Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas pour l'union à tout prix. Je suis pour contraindre les organisations à écouter ce que les travailleurs et les travailleuses y veulent. Et à être, s'ils sont réellement dans le camp du progrès social, dans le camp du changement, des vrais outils du changement. Et pas des porte-paroles, ou même, comme ça a pu être présenté à une certaine époque, des relais des aspirations citoyennes. Il n'y a personne qui fait les relais. Les travailleurs, ils savent se défendre. Il n'y a pas de souci et ils savent se faire entendre. Par contre, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas de gens qui portent leurs paroles. C'est de gens qui mettent en œuvre les décisions qu'ils ont prises avec eux, partout où ils sont. À l'Assemblée, dans les collectivités, dans tous les lieux de pouvoir, dans tous les lieux politiques. Et ça, camarades, qu'on le veuille ou non, non seulement on a chacun et chacune une part à prendre, mais il faut qu'on se le dise tranquillement. On en est loin. Le spectacle qui est donné aujourd'hui par... Moi, François, je vais te tacler 2 secondes, mais moi, je suis communiste, je ne suis pas de gauche. Je ne sais pas ce que c'est la gauche, et pour le coup, ça me fait plus peur, moi, quand on me dit « fais confiance à la gauche », que évoque le communisme ou le socialisme partout où il a été mis en œuvre dans le monde. Hein, voilà. Il va peut-être là aussi falloir reformuler les choses pour... que plus personne ne se rappelle de la gauche comme celle qui aura trahi depuis Mitterrand et même avant. Je dis, malheureusement, quand on voit l'état de nos organisations, l'état des relations entre les organisations de notre camp, on est loin de à la fois favoriser l'unité nécessaire à ce qu'à terme il y ait une union politique qui permette, un, de lever le pouvoir à ceux d'en face, et deux, de donner le pouvoir aux travailleurs. Donc là-dessus, on a les uns et les autres à faire beaucoup d'efforts pour que ce travail soit initié et qu'il soit mené sans, comment je peux dire, sans tabou. Sans tabou. Si entre organisations d'un même camp, on a plus de choses à se reprocher qu'on aurait à reprocher au camp d'en face, en sachant que tant qu'on procède comme ça, on les fait gagner, et qu'à chaque défaite qu'ils nous infligent par leur victoire, ils font reculer les consciences et nos capacités à agir sur le réel pour le transformer. Il va falloir qu'on se la pose la question tranquillement, mais qu'on se dise si oui ou non on veut gagner. Et si oui ou non, l'objectif pour un tel, l'objectif pour un autre, c'est la transformation de la société, c'est la création d'une société qui pourrait être une société socialiste, c'est l'encadrement du capitalisme, et on envisage ça, on détermine le terminus, on envisage ça comme une ligne de métro, chacun monte dans la rame, et quand il arrive à sa station, eh bien il descend. Par contre, le temps qu'on passe ensemble dans la rame de métro, on le passe à essayer de se convaincre, soit qu'il faut descendre à la prochaine, soit qu'il faut aller encore un peu plus loin. Mais ça évite que chacun y prenne un métro différent et qu'on parte dans tous les sens. Peut-être qu'il faudrait commencer à le voir comme ça. Et que les organisations qui sont là, les organisations ou les... je ne sais pas comment dire, François, pour les gilets jaunes, mais, parce qu'on ne peut pas caractériser d'une seule façon les gilets jaunes, mais peut-être qu'on aurait les uns et les autres, en tout cas, intérêt à pousser dans ce sens-là. Y compris, ça permettrait que ceux qui nous expliquent depuis des années, on est dans votre camp, mais vous comprenez, on a été obligé de trahir. On a été obligé d'appliquer ce que l'Union européenne nous a demandé. On ne peut pas dire au patron du Nil-Vert, ne ferme pas Fralib à Gémenos, parce qu'il va nous fermer les usines de Knorr, à Morade. Non, on ne peut pas, on a peur. Eh bien, ça permet de faire la clarté. Et dans le même temps, ça permet aussi de dire, si tu me fermes cette usine, je te nationalise toutes les autres, et vas-y, amuse-toi. Ah oui.
Je partage complètement. Sans les travailleurs, il n'y a pas de patron. C'est pas l'inverse. Je vais être aussi impitoyable qu'avec Victoire, Olivier. Alors, je m'en tiens là, mais camarades, encore une fois, la solution, on a une partie de la solution dans notre histoire, dans les livres. Mais tout le reste, on doit le construire. Chacun, qu'on le veuille ou non, a sa part à prendre. Quelle que soit sa condition, son rang dans nos organisations, chacun a sa part à prendre. Il n'y aura personne qui fera la place des autres, ça c'est sûr et certain. Mais à la fin, camarades, on peut les ruiner parce que, et ça a été vérifié, sans nous, ils ne sont rien du tout, absolument rien du tout. Merci. Merci Olivier. Je rappelle cet ouvrage collectif. Je vais vous demander aussi d'applaudir très fort Manon qui a d'autres obligations, qui a un autre débat à mener et qui donc va nous quitter à l'instant. Mais je pense que en l'applaudissant, on applaudira toutes les luttes des travailleurs. Et on se renforce nous-mêmes de cette solidarité qui leur a été portée et qui doit être celle de la classe des travailleurs. Bravo. Je vais maintenant donner la parole à Fadi Kassem, qui est le secrétaire national du PRCF, qui a la lourde tâche d'arriver au bout de ce débat où beaucoup de choses a été dites. Et peut-être que je vais te demander la tâche compliquée de réagir à ce qui a été dit, peut-être de manière synthétique, sur les différents points qui ont été abordés, sur les luttes, sur ce qui a été dit, peut-être des idées programmatiques qui peuvent rassembler, de la manière de s'y prendre, de l'enjeu de la paix, de l'enjeu des services publics, de la responsabilité qui est celle de chacun pour apporter sa pierre à l'édifice et le construire jusqu'à la victoire. Ouais, merci. Vous m'entendez bien parce que bon, on a parfait, c'est l'essentiel. D'abord, Manon vient de partir. Je voulais aussi la remercier pour sa présence, mais la table qu'il y a ici, elle est très utile parce qu'elle montre le principe déjà de la liberté de discussion. La liberté de discussion avec diverses analyses, diverses propositions que nous allons compléter avec l'unité d'action. Bon, là je vais utiliser un terme un peu savant, mais comme on est entre nous, on peut utiliser liberté de discussion et unité d'action, ça s'appelle le centralisme démocratique. Mais si je reviens à liberté de discussion, je retiendrai 2-3 éléments importants qui ont été dits. Le premier, c'est la sévère répression, à l'heure actuelle, qui frappe les travailleurs. Je signale d'ailleurs que le mercredi qui vient, nous avons un camarade de l'UL de Tourcoing qui va passer devant le tribunal, Yanis Dumont, soi-disant pour fait de rébellion vis-à-vis de la police, parce que lorsque nous étions à Verbaudet, eh bien, il se trouve que nous exprimions justement cette unité d'action à tout point de vue pour résister à la répression d'une police qui avait été appelée, bien sûr, par les représentants patronaux de Verbaudet. Donc là, très clairement, ça a été évoqué tout à l'heure, le cas de Sébastien Ménesplier, le cas de Yanis Dumont, mais il y en a des tas. Et cette répression, elle s'accompagne aussi d'une tentative de mise au pas des travailleurs. Là, à l'instant, a été évoquée par Olivier la question de l'éducation nationale. J'en sais quelque chose, je suis enseignant en lycée. Figurez-vous qu'on nous a demandé, il y a 10 jours, de distribuer une lettre de notre nouveau ministre, Gabriel Attal, donc un tract politique que l'on doit remettre carrément aux familles et aux élèves. Alors inutile de dire que mon casier, il est bien fermé à clé et que nous ne verrons jamais ce tract-là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que on est dans une phase, effectivement, où la répression, la mise au pas, et ce que nous appelons au PRCF la fascisation, c'est-à-dire la montée en puissance de toutes les forces d'extrême droite, partout, en France, mais pas seulement en France, en Europe, on le voit dans tous les cas, est en train de s'abattre comme la foudre. Et en même temps, on pourrait dire, une fois qu'on a dit ça, la situation, elle est quand même désespérante pour les travailleurs, parce que c'est vrai, ça a été dit par Béranger, par exemple. Oui, c'est très dur, le combat de classe au quotidien. Manon l'a vécu, Sam, avec qui, justement, je milite aussi, puisque je suis également à l'Union locale de Tourcoing. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le combat qui est mené par les travailleurs d'Emmaüs, un piquet de grève d'ailleurs a été ouvert mardi à Tourcoing, et je vous invite à contribuer évidemment à la solidarité à la fin de cette table ronde. Eh bien, en réalité, quelque part, il faut voir que le fait que l'on redresse la tête, que les travailleurs redressent la tête,
C'est un bon signe parce qu'en face, ils ont aussi peur. Il ne faut pas croire seulement qu'ils sont là juste pour réprimer, etc. Ils ont en partie peur. Je ne vais pas vous dire que c'est une grande peur, bien sûr. Mais quelque part, il y a la peur. Pourquoi ? François, qui a parlé tout à l'heure, a été effectivement l'une des figures des Gilets jaunes. Rappelez-vous que les Gilets jaunes, ça a semé la panique au plus haut sommet de l'État. Y compris ce 1er décembre 2018 où l'Élysée a été littéralement abandonné. Littéralement. Il y a la peur qui existe. Et le combat qui a été mené contre la contre-réforme des retraites, ça justement c'est quelque part l'alternative révolutionnaire d'un certain point de vue. Il est nécessaire que dans notre expression collective, nous n'adhérions pas à l'expression de la bourgeoisie d'en face qui elle parle de réforme. Mais une réforme, ça détruit. Ça ne détruit pas plutôt. Une réforme c'est fait pour améliorer. Eux, ils sont là pour détruire. Ils ne font que des contre-réformes. Voilà où nous en sommes. Et c'est pour cela que je parlais de liberté de discussion, mais j'insiste sur l'unité d'action. Elle a été clairement évoquée à plusieurs reprises par tout le monde. C'est vrai que l'unité d'action, on la vit concrètement, au quotidien. Nous avons été très présents dès le 20 mars, effectivement, auprès des Verts Baudets à Marquette-les-Lilles. Et c'était des trucs tout bêtes. C'était préparer donc les sandwichs, monter les pneus quand il fallait un petit peu barricader tout ceci, apporter bien sûr du soutien financier, du soutien moral, etc. Bon, ce sont des choses que d'ailleurs, j'imagine tout le monde, évidemment, dans sa logique d'action, fait au quotidien. Donc c'est important de le faire parce qu'en effet, si on veut reconstruire un outil révolutionnaire, ça a été évoqué notamment par Victoire, la question de l'unification. Si on veut reconstruire un outil, commençons par l'unité d'action déjà. Parce que c'est vrai, on ne va pas s'en cacher. Nous avons des divergences entre nous, cela existe. Elles ont même peut-être pu s'exprimer là, aujourd'hui. Mais, comme cela a été également dit, nous sommes dans une telle situation d'urgence que pour avancer sur nos divergences, il faut déjà effectivement partir de nos convergences dans l'unité d'action. Et par rapport à ça, ça nécessite de clarifier déjà notre positionnement par rapport à certaines méthodes. Il se trouve que la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, vient d'expliquer qu'il est important de reprendre le dialogue, la concertation, etc. Et elle s'est déjà félicitée de voir que les contrôleurs aériens étaient d'accord pour ne pas faire grève pendant les Jeux Olympiques de 2024. Alors vous voyez bien que si on se retrouve dans cette situation, ça va être très dur de proposer rien qu'une alternative, sans même de parler d'alternative révolutionnaire. Ça veut dire très concrètement qu'il faut porter effectivement, à notre sens, une ligne de classe l'expression a été utilisée par ça, en marchant sur ses deux jambes en quelque sorte. C'est-à-dire quoi ? À la fois, effectivement, faire tout pour faire progresser les positions de classe et faire progresser les camarades très engagés, comme Olivier, comme Béranger, comme Sam, comme Manon, comme Victoire, comme des tas d'autres, comme les jeunes qui étaient présents tout à l'heure au meeting de la jeunesse à l'offensive, au sein de la CGT pour porter ces positions-là. Ça, c'est déjà un élément très important. Mais ça nécessite aussi de clarifier, parce que j'entends ce qui a été proposé tout à l'heure par François, qui notamment parlait d'une proposition. Une proposition très concrète. C'est vrai que quand on s'adresse aux personnes, oui, c'est dur, on ne va pas faire un énorme discours et se présenter avec « et le communiste ceci et cela ». C'est pas ça qu'attendent les gens, nous sommes tout à fait d'accord. Et en même temps, il est indispensable malgré tout d'avoir cet outil avec nous en partant du concret et de l'unité d'action. Pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas clarifié une ligne, il y a les risques de désillusion. Il a été évoqué par Béranger, par Olivier également, les trahisons. Les trahisons depuis d'ailleurs 40 ans, 1983 au moins. Mars 83. D'ailleurs, Mitterrand avait une formule. Je suis face à un dilemme, la construction européenne ou la justice sociale. Eh bien, il a tranché. Nous aussi, nous tranchons, ça s'appelle la justice sociale. Voilà vers quoi nous tranchons clairement. Et c'est pour ça que, oui, nous n'avons pas, comme toutes les autres organisations, nous ne sommes pas là en arrivant, ça y est, on a tout en main, parfait, on sait parfaitement tout. Nous entendons dans nos échanges, dans les discussions, les divergences qui peuvent exister, les différences. Mais nous avançons par l'unité d'action. Et si on reprend le cas de Marquette, on était à côté de camarades du PCF, de lutte ouvrière, etc. Et on était tous avec un seul et même objectif. Et il n'y avait pas une engueulade politique. On arrivait même à se retrouver, y compris pour parler de sujets qui peuvent diviser, comme l'Union européenne. On arrivait à se retrouver. On arrivait à se retrouver parce que justement,
Finalement, la violence de classe, on la vit au quotidien. Et moi-même, je la vis d'ailleurs dans mon lycée. Moi, je suis un petit peu une cible, ça ne me dérange pas plus que ça, au demeurant, mais il faut avoir conscience qu'il est indispensable de mener ce combat en clarifiant le propos, qu'il soit le plus cohérent, le plus clair et le plus radical. Je me permets d'utiliser ce mot parce que s'il y a bien un camp qui se radicalise, c'est celui d'en face. On en a déjà parlé. Lui se radicalise. Et tant que nous continuerons à tendre gentiment la joue avec des perspectives de dialogue, etc., qui n'existent pas parce qu'en face, en fait, ils s'en foutent du dialogue social. C'est un monologue patronal, et c'est un monologue, bien sûr, pour imposer les directives patronales. Eh bien, tant que nous ne serons pas dans cette logique offensive, il sera très difficile pour nous d'aller vers la perspective révolutionnaire. Mais je ne vais pas aller trop loin, je vais rapidement conclure sur le fait que si on prend ce qu'évoque le PRCF, oui, pour nous, il est indispensable de marcher sur les deux jambes. On l'a dit, le syndicalisme de classe, et il est très bien représenté à cette table. Et puis la question du parti. Nous ne sommes pas au PCF. Et pour nous, il est indispensable d'avoir un parti communiste qui, si on regarde l'histoire, lorsqu'il était dans une logique vraiment de classe, il a permis, et dans le cadre d'union parfois, comme sous le Front populaire, il a permis d'obtenir des avancées. Parce qu'il y avait la capacité de mobilisation des travailleurs dans le cadre de la CGT, et parce qu'il se trouve qu'au PCF aussi, on menait cette logique de classe en ciblant parfaitement les ennemis à l'époque. C'est ça qui doit être reconstruit, et de notre point de vue au PRCF, il est indispensable de reconstruire le parti sur cette logique, non pas en dénigrant tout ce qui a existé par le passé, au contraire, ils le font suffisamment bien en face pour nous taxer de tout. Il faut assumer notre héritage de ce point de vue-là. Et notre héritage, ça s'appelle centralisme démocratique, désolé d'utiliser ces mots-là, mais nous sommes entre nous. Nous devons en parler. Quand nous nous adressons aux travailleurs, oui, on est dans davantage du concret. Mais entre nous, on peut en parler. Ça s'appelle centralisme démocratique. Ça s'appelle dictature du prolétariat. Ça s'appelle discipline de classe. Ça s'appelle la nécessité d'avoir un parti en rupture. En rupture. Face à l'OTAN, face à l'UE, face à l'euro. Je ne parle même pas du capitalisme. C'est une évidence. Mais une évidence qu'il faut rappeler parce que lorsqu'on le combat, on le combat à différentes échelles. Il y a le MEDEF et le CAC 40, il y a l'UE, l'euro, il y a le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Évidemment, dit comme ça, on pourrait dire, oh là là, c'est très ambitieux, très tout ce que vous voulez. On est d'accord. Mais camarades, les révolutionnaires, n'étaient-ils pas des ambitieux? N'avaient-ils pas un imaginaire? N'ont-ils pas justement pris, à un moment donné, les décisions claires, cohérentes et radicales pour obtenir les résultats de rupture? Voilà ce aussi vers quoi nous voulons tendre. Et je vais terminer là-dessus, pour conclure, sur le fait que c'est pour ça que nous parlons de l'alternative rouge et tricolore. Ça nous paraît fondamental. Les Gilets jaunes ont d'ailleurs bien montré la nécessité, en se soulevant, d'avoir le drapeau tricolore, mais aux côtés du drapeau rouge. Parce que notre drapeau, bien sûr, c'est évidemment le drapeau rouge, associé à celui de la Révolution. C'est finalement le portrait de Robespierre et de Lénine que nous vous proposons avec ce slogan très simple. Et il faut en avoir conscience, les camarades, parce que, oui, nous pouvons subir de gros dégâts, nous pouvons avoir peur, mais en face aussi. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient aux révolutionnaires. Merci Fabi. Du coup, comme vous avez tenu l'horaire de manière très, très disciplinée et organisée, je propose pour ceux qui le souhaitent, et dans le même ordre que le tour de parole précédent, une petite réaction d'1 ou 2 minutes complémentaires à ce qui a été dit, si vous le souhaitez, évidemment. Mais D'abord, c'est pas bien de couper le micro quand on le rend. Non, bien sûr. Tout ce qui a été dit était très intéressant et je pense complémentaire. Et ce que vient de dire Fadi là, à l'instant sur la question du centralisme démocratique, c'est-à-dire la manière dont on doit mener les débats, la manière dont on doit aller aux masses, c'est des questions qu'on se pose aussi dans le syndicat évidemment, et c'est des pratiques bien évidemment que mon camarade Olive a développé également tout à l'heure. Donc je pense que voilà, on est à une étape qui n'est pas la plus simple non plus. On sort de 40 ans de défaite. Et on a des camarades, y compris dans nos rangs, qui se sont habitués à la défaite. Ça, c'est pas bon.
Et donc, on est peut-être là en train de tourner quand même une page pour aller vers la victoire, et il faut s'y préparer, il faut changer les habitudes. Et donc, effectivement, l'appel à la jeunesse me paraît très important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais répondre à l'interpellation d'Olivier Matteux, évidemment, qui m'a taxé de gauche quand lui, il est communiste. Bon, en fait, comme je l'avais dit dans mon intervention, moi, j'ai pris des raccourcis. En fait, moi, je suis pas de gauche, je suis pas communiste, je suis pas anticapitaliste, je suis pas capitaliste. Je m'en cogne. Des mots-clés. J'ai pas de mot totem, en fait. Je m'en fiche. Je suis en train de vous dire, moi, ce que je veux, c'est que la société change dans un sens beaucoup plus égalitaire. On va reprendre l'argent aux plus riches de la société. Et en gros, dans le rapport de 1 à 20, ça veut dire qu'au-delà de 40 000 € par mois, on prend tout. On prend tout. Au-delà de 40 000 € par mois. Pourquoi je fixe à 40 000 par mois? Parce qu'en fait, on est plus de 99% évidemment à pas être concerné. Donc, a priori, d'un point de vue rationnel, ça devrait être facile de convaincre les gens là-dessus. Et faites le test autour de vous, si vous leur dites ça. Moi, j'ai fait le test, toutes catégories sociales confondues. Généralement, les gens, ils sont d'accord. Parce que franchement, le mec qui vient vous défendre que 40 000 € par mois, ah putain, il va pas pouvoir faire ses courses. Il lui en faut plus, parce que lui, il a besoin d'une Ferrari, il a besoin d'une Porsche, il a besoin de toilettes en or. Enfin, lui, il a des besoins particuliers, quoi, que vous connaissez pas. Bon, la position, elle est indéfendable. C'est indéfendable de dire ça. Donc c'est ça, en fait, je dirais la force de cette proposition. Et donc, justement, j'essaie de me détacher des mots-clés. On pourrait dire communisme et capitalisme aussi. Moi, en fait, je sais bien, c'est plus facile de dire on est contre le capitalisme. Mais en vrai, le capitalisme, c'est avant tout le droit à la propriété privée. Enfin, disons que dans les rapports de production, les moyens de production, c'est aussi le droit à la propriété privée. Bon, est-ce que vraiment, c'est un débat qu'on peut ouvrir, mais on va pas ouvrir maintenant. Mais est-ce qu'on veut que le coiffeur, le restaurant, la petite entreprise, ça devienne une propriété collective? Ça demande à repenser tout le système. On pense évidemment tout de suite aux travaux de Bernard Friot, mais vous voyez, en fait, on ne va pas convaincre les gens là-dessus parce que ça demande beaucoup trop de travail, c'est beaucoup trop conceptuel de penser tout ça. Alors, faisons déjà en fait la moitié du chemin et elle sera faite si demain on a instauré cette limite. Derrière le 1 à 20, c'est dire oui, il doit y avoir une limite à l'accumulation des richesses, une limite posée. Tout le monde sait qu'on ne peut pas boire trop d'alcool, et on ne doit pas non plus pouvoir accumuler trop d'argent, c'est mauvais pour la santé. Bon du coup c'est difficile de reprendre la parole après tout ça, je sais pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Si ce n'est que je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on perde jamais en fait, qu'on perde jamais de vue, c'est qu'on va y arriver en fait. Voilà, qu'on va bosser, mais qu'on va y arriver. Voilà, tout simplement. Deux choses qui me paraissent importantes, c'est la première des choses, ça a été rappelé, c'est que si ce gouvernement réagit de manière aussi violente et a des surréactions aussi violentes, notamment envers les syndicalistes, c'est pas parce que nous en face on a un gouvernement qui est confiant et qui est fort, c'est parce qu'en face on a un gouvernement qui a peur qu'on mette la mainmise sur ce qui nous vole tous les jours. C'est un gouvernement qui a peur et qui n'a que justement cette violence d'État pour pouvoir justement essayer d'étouffer la lutte sociale, essayer d'étouffer le camp des travailleurs. Et la deuxième des choses, c'est je pense qu'on est à un tournant historique de notre pays et qu'on est sur une ligne de crête. Et très clairement, cette ligne de crête, on s'en rapproche de plus en plus du bout. Et la pièce va tomber d'un côté ou de l'autre, très clairement. Il faut être très clair. Je suis convaincu que le prochain tour des présidentielles, il y aura un candidat d'extrême droite. J'ose espérer qu'en face, il y aura un candidat d'extrême gauche, de gauche, on peut appeler ça comme on veut, peu importe, mais en tout cas, qui défendra le camp des travailleurs. Et il dépend que de nous, que justement ce candidat fasse en sorte qu'on gagne et qu'on ait des avancées sociales. Et je pense que c'est de notre première des responsabilités de faire en sorte, non pas d'attendre que la pièce tombe d'un côté ou de l'autre, mais que la pièce tombe du bon côté, en la saisissant, en la prenant et en donnant tout ce qu'on peut, que ce soit dans les luttes sociales, que ce soit dans les luttes aussi militantes, politiques, parce qu'il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on arrive à convaincre, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Donc ça a été rappelé, l'enjeu il est énorme. Aujourd'hui on parle de répression, on parle de violence, etc. Mais il faut avoir conscience que
voilà, c'est le camp d'en face qui nous fait manger tout ça. Mais si jamais on a l'extrême droite en face, ceux qui me disent on n'a pas encore essayé, on n'a pas connu, si on l'a connu, hein. Et c'était pas de se le faire lever à 6h du matin et de finir 24 heures ou 48 heures en garde à vue, hein. C'était de finir avec un pistolet sur la tempe et au pire de finir dans un trou, hein. Donc faut avoir ça en tête et il faut surtout pas lâcher face à ça. J'avais pas compris qu'on était obligé de reparler, mais enfin c'est... En général, quand je parle la première fois, comme tout le monde a compris ce que j'ai dit, j'ai pas besoin de revenir. Mais bon. Je plaisante. Non, juste, c'est bien aussi de rire un petit peu, hein, camarade. La situation, elle est suffisamment sérieuse pour qu'on s'accorde aussi entre nous des temps de... Hein. Non, juste, je disais tout à l'heure à Béranger, il y a beaucoup de jeunes dans l'assistance. Ça nous est pas tout le temps arrivé. On a eu les uns et les autres connu des grosses périodes de creux où... Ah, moi ça m'est arrivé d'être le jeune du débat et à 40 et quelques années, quoi. Voilà, là je vois qu'il y a de la jeunesse, non pas que les autres, c'est pas intéressant de les avoir, mais je crois que c'était Maurice Thorez qui disait qu'il n'y avait pas de plus grand honneur, de plus grand bonheur pour un dirigeant communiste que de voir arriver une génération nouvelle à qui transmettre le flambeau. Voilà, c'est... Je pense que voilà, c'est aussi un bel hommage aux générations qui nous ont précédés. C'est la reconnaissance du travail fait par les militants de nos organisations au quotidien. Et surtout, je pense que c'est un élément fondamental des réponses qu'on a à construire. On n'a pas qu'un héritage à transmettre, on a aussi à donner les moyens à la jeunesse aujourd'hui de construire ses propres solutions, son propre socialisme, pour être entendu, pour être crédible et enfin ramener le maximum de ceux et celles qui se sont éloignés de la chose collective, y compris de l'utopie, et qui nous manquent cruellement dans le rapport de force. Voilà, c'est pas simplement parce que l'image elle est belle, c'est aussi, je pense, une question fondamentale en termes de stratégie si on veut gagner. En tout cas, bravo les jeunes, les moins jeunes, les grands, les petits, les beaux, les laids, on est tous là, on va les ruiner, camarades. Je profite de la transmission du micro pour vous transmettre, à vous tous qui êtes à la fête de l'humanité, les salutations de notre président Léon Landini, résistant FTP-MOI, résistant qui s'est engagé justement à l'âge de 16 ans dans la résistance armée, qui a subi la torture de Klaus Barbie et qui au bout du chemin de cette lutte autrement difficile, Béranger a rappelé ce que c'était à l'époque, ont gagné avec le CNR dans cette unité d'action dont on a parlé les plus belles victoires du mouvement social du siècle dernier. Donc je vous transmets ces salutations de notre camarade Léon Landini qui, vous comprenez bien, ne peut pas être avec nous aujourd'hui compte tenu de son âge, mais qui tient justement à transmettre, comme l'a dit Olivier, la construction des outils pour la jeunesse, pour son avenir. Fadi, je te rends la parole. Non, Léon qui a 97 ans et demi. 97 ans et demi, et il a toujours la santé, je peux vous le promettre. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Olivier là à l'instant, c'est important parce que c'est justement ça que dit souvent Léon quand moi j'ai adhéré il y a 10 ans au PRCF, mais j'étais un jeune, pas beaucoup à l'époque, très sincèrement, là il y en a plein maintenant. Qui arrive. Tout à l'heure, on a pu le voir. Et justement, ça renvoie à un message d'espoir, en fait, parce que là, sur les conclusions, on est pas mal sur la logique de l'espoir. Ça me rappelle une citation de Dimitrov, celui qui avait notamment introduit le rapport de l'Internationale communiste en 1935. Il avait cette phrase-là, il disait « Les contre-révolutions ne sont que des parenthèses de l'histoire. » Des parenthèses de l'histoire, les contre-révolutions. C'est à nous de l'écrire, l'histoire, finalement. Et là, nous avons dans la diversité des éléments de qualité, je le dis d'autant plus que nous avons l'occasion de nous côtoyer dans diverses occasions, dans divers combats, nationaux, internationaux, syndicaux, tout ce que l'on veut. Nous avons des éléments qui peuvent permettre justement d'avancer dans le sens qu'on disait tout à l'heure, à la fois l'unité d'action, tout en parlant de ce qu'il faut et toujours avec un objectif, faire triompher le camp des travailleurs, tout simplement.
Merci camarades. Avant de conclure dignement ce moment, je pense, important sur cette fête de l'humanité, il y a des choses très importantes qui ont été dites. Je voulais vous signaler que l'ensemble de ce débat, de cette table ronde a été filmé. On le retransmettra du coup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je pense que c'est important de le faire circuler au-delà des seuls présents qui étaient ici. Donc vous retrouverez ces éléments sur Initiative Communiste, qui est en accès gratuit et libre, mais qui a besoin d'être soutenu par vos abonnements. Je vous le dis, c'est important. On souhaite que tout le monde puisse y accéder, quels que soient les moyens, via Internet. Mais ça n'est possible que si vous vous abonnez au journal. Donc je vous invite, après le débat, à vous abonner à Initiative Communiste. Merci. Je vous propose maintenant de chanter tous ensemble l'Internationale. De damnés de la terre, debout, forçat de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foules esclaves, debout, debout. Le monde doit changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous.